matinale AFREF autour de la question des audits Calliope. Après la présentation qui nous a été faite du cadre dans lequel tout ceci devait se dérouler et quelques témoignages tout à fait pertinents sur la préparation aux audits, on va avoir un panorama, je dirais, des situations d'audit et des attitudes et pratiques d'audit. On a aujourd'hui donc 3 interventions. Une intervention en vidéo donc de Vincent Beau du cabinet Master, qui est le Provençal-Côte d'Azur, qui est, on pourrait appeler un certifié heureux, c'est-à-dire qu'il va nous expliquer comment il s'est retrouvé dans la démarche et comment elle s'est passée. Et ensuite, nous aurons donc 2 intervenants extrêmement complémentaires, donc Michel Beaujard, que vous connaissez déjà, et Hubert Grandjean de l'AFDEC, qui également interviennent tous les deux sur les clients qui ont eu à connaître, pour certains à subir, des audits, et donc ils nous amèneront des éléments sur les bonnes et les moins bonnes pratiques et les leçons qu'on peut tirer pour que désormais, dans l'esprit du guide d'audit et de ce qui nous a été indiqué en première partie, tout le monde soit bien d'équerre sur les bonnes façons de rentrer dans cette question des audits Calliope et de ce que ça nous donne comme point d'appui pour une démarche qualité, pour la qualité durable, pour un système de management de la qualité qui soit tout à fait nouveau et différent par rapport aux éléments de conformité des périodes antérieures. Donc, si vous voulez bien, nous allons revoir la question de ce qu'a vécu notre ami Vincent Beau. Nous lui avons posé 3 questions. Pourquoi il s'est engagé dans la certification Calliope, comment s'est passé l'audit et les leçons qu'il en tire. Et donc, il va nous répondre maintenant. Bonjour, tout d'abord, merci beaucoup de m'inviter à votre conférence et même si les conditions sanitaires n'ont pas permis que je sois présent parmi vous, avec l'amitié de Robert, on a décidé de procéder à cet enregistrement en différé pour témoigner de notre expérience au sujet de Calliope. Donc tout d'abord, je me présente, je suis Vincent Beau, je dirige le cabinet Master, je l'ai créé en 2010. Il a été reconnu socialement innovant par le ministère de la Recherche dans l'accompagnement de la santé et de la qualité de vie au travail des salariés. Nos clients aujourd'hui, ce sont de grandes entreprises, Thales, Enedis, Engie, McDonald's, Starbucks, etc. Et nous leur proposons comme service des formations, du conseil et des outils numériques justement pour améliorer la qualité de vie au travail de leurs salariés de façon innovante et surtout de façon participative. Concernant notre activité de formation, il ne s'agissait surtout pas de produire des PowerPoint et de voir si les salariés en étaient contents ou pas. Donc, j'ai toujours souhaité qu'elle soit la plus professionnelle possible parce que je voulais qu'elle soit la plus efficiente possible. Donc, elle est le fruit, évidemment, d'un processus pédagogique complet que vous connaissez tous très bien, mais que tout le monde ne connaît pas. Et j'ai voulu que ce processus soit reconnu de la meilleure façon possible pour pouvoir nous garantir de notre excellence sur le sujet. Donc, on a aujourd'hui des formations qui sont inscrites au répertoire spécifique de France Compétences et on a des formations qui sont sur la liste nationale interprofessionnelle du CPF. On a été également très tôt datadocké pour nous permettre de nous donner des bons signaux et consolider ce processus-là. Alors, c'est vrai que pour les partenaires du réseau Master, qui sont le plus souvent donc, des indépendants qui participent donc, au déploiement de notre offre de formation, quand ils ont rencontré l'exigence de ce processus-là, ils ont souvent été surpris, peut-être parce qu'ils n'avaient pas l'habitude d'un tel niveau d'exigence sur ce processus tout entier. Et c'est vrai que parfois, il y a eu une surprise, on va dire, si ce n'est parfois une difficulté de leur part à accepter de s'intégrer complètement et de porter l'intégralité de l'exigence du processus. C'est la raison pour laquelle, quand la certification Calliope a été annoncée comme devant être exigée aux organismes de formation sous 1 et maintenant 2 ans, on a tout de suite vu ça comme une opportunité d'aller encore plus loin dans l'analyse de notre processus d'ingénierie pédagogique et dans son amélioration continue. Alors, concernant l'audit, l'audit est au cœur, à mon avis, de la valeur ajoutée du processus de certification Calliope.
Je pense que le choix, le professionnalisme de l'organisme, et surtout, pas que de l'organisme, mais de la personne qui va réaliser cet audit, est clé, est essentiel pour produire la valeur ajoutée attendue de cette certification. Donc c'est la raison pour laquelle on a tenu à prendre un organisme qui soit reconnu sur ces deux compétences-là. Un, l'ingénierie pédagogique, et deux, la certification des organismes. Donc on est parti sur l'AFNOR et ça a coché toutes les cases qu'on pouvait en attendre. Donc on s'est retrouvé face à un professionnel de l'ingénierie pédagogique, de la certification, qui est venu auditer, comprendre, vérifier que notre processus correspondait aux plus hauts standards exigés aujourd'hui par cette certification-là. Ça nous a donné l'occasion d'être challengés par un autre professionnel sur voilà, la structure de ce qui était en place et puis aussi sur ce qu'on ne maîtrisait pas encore assez. Je pense en particulier tout ce qui était formation à destination des publics en situation de handicap. Voilà, ça a été souligné et voilà, suite à son audit, ça a été un des points de progrès qu'on a pu enclencher. Donc une source d'amélioration continue, c'est sûr, et puis une reconnaissance de ce qui pouvait déjà exister. Dernier point, la préparation de cet audit n'a pas été énorme. Pourquoi? Parce que l'essentiel était déjà en place. Voilà. Donc on n'a pas eu énormément de travail à produire en amont. Pour pouvoir préparer l'audit, on était en place et puis voilà, on s'est montré tel qu'on était. Au bilan, obtenir la certification Calliope, ça a été bon pour notre entreprise à 4 égards. Premièrement, auprès de nos clients. Ça a renforcé notre réputation de sérieux, de professionnalisme. Et puis, de fait de l'obtenir tôt, en termes de culture d'entreprise, c'était aussi une démonstration qu'on avait fait de cette contrainte, une opportunité de s'améliorer en continu. Donc, c'est bon pour nous. Deuxièmement, auprès des OPCO, même si elle n'était pas encore obligatoire, elle ne l'est toujours pas, mais voilà, ça a aussi renforcé notre sérieux. Ça a montré qu'on était en place. Et c'est bon pour nous. Troisièmement, plus largement, en termes de visibilité, vous voyez, on est aujourd'hui en train de partager ce retour d'expérience ensemble. Donc, c'est bon pour l'image de marque de l'entreprise. Et quatrièmement, auprès de nous, les membres du réseau Master, ça a été une reconnaissance et une fierté d'appartenir à un cabinet qui obtenait cette distinction-là. Et puis, je dirais aussi que ça a permis de faire comprendre aux gens du réseau, aux personnes du réseau Master qui peut-être ne l'avaient pas toujours bien compris, pourquoi on était aussi exigeant à structurer ainsi notre processus formation quand ils l'ont rencontré en rentrant chez nous. Voilà, en 5 minutes, comme me l'avait demandé Robert, le petit retour que je peux vous faire très modestement sur notre cabinet, sa certification. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et de très riches débats sur ce sujet-là, avec le plaisir un jour, je l'espère, de pouvoir participer à ces débats ensemble. Au revoir et merci beaucoup. Allô? Bien. Alors, il est très difficile de commenter quelqu'un qui s'est retiré, et pour cause, de la discussion, que c'était une vidéo, mais je pense quand même pouvoir souligner 2 ou 3 choses en introduction du débat avec nos amis. La première chose, c'est que c'est la confirmation par ce témoignage de ce qu'indiquait Gilles, c'est-à-dire que le processus l'emporte sur la preuve et c'est lui qui guide. Deuxièmement, que les plus engagés, j'allais dire les plus sérieux, mais peut-être que ce terme est abusif, de ceux qui veulent la certification, le font dans l'esprit d'une démarche qualité continue. Et moi, j'insisterai pour qu'on se rappelle la fin de l'intervention de Vincent, à savoir ces quatre bénéfices. Bénéfices pour le client, pour les OPCO, pour l'entreprise elle-même et pour son réseau, parce qu'il a fait d'une exigence formelle une exigence assumée pour son entreprise. Je crois qu'on a là un bon résumé de tous ceux qui ont saisi la chance d'un audit avec lequel ils ont pu dialoguer et progresser. Mais les questions que nous allons aborder maintenant, c'est
est-ce que tout le temps ça se passe comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des points sur lesquels il faut être plus vigilant? Et quelles leçons on peut aussi tirer de la période, cette première vague, on va dire, hein, excusez-moi, c'est pas une allusion au Covid, hein, cette première vague d'audit dont on a vu tout à l'heure, aussi bien avec la DGFP qu'avec Gilles, que majoritairement, elle s'était plus. Mais on est là aussi, puisqu'on est sur une démarche qualité, pour se dire comment faire mieux et comment faire tous mieux. Voilà, donc c'est pour ça que je vais un peu titiller nos deux intervenants sur quelques questions. En fait, c'est les mêmes questions pour tous les deux. Et donc, on va alterner les éléments de réponse. Peut-être commencer avec toi, Michel, sur la compréhension du cadre, hein, pour aller de la conférence de tout à l'heure à notre séquence. Quel regard tu portes sur la compréhension du cadre par les organismes d'audit et les auditeurs? Alors, ah, on ne t'entend pas. Oui, mon micro était, par sécurité, voilà. mon micro était coupé, pardon. Donc, je disais, merci Jacques pour l'invitation, et puis à Hubert pour la discussion, et à René qui est là mais qui va nous rejoindre dans quelques instants. Sur la compréhension du cadre, j'ai l'habitude de dire à mes clients dans les accompagnements que c'est l'apprenant, c'est le bénéficiaire de la formation qui me paraît être au cœur des préoccupations de Calliope. Je me mets du point de vue des financeurs, parce que finalement ce sont les financeurs qui exigent que l'on ait cette certification Calliope. La démarche, je la comprends comme ça, c'est nous voulons bien financer les actions de formation que vous délivrez, mais on veut s'assurer, comme l'a très bien dit Vincent avant dans la vidéo, c'est on veut s'assurer de votre professionnalisme par un certain nombre de processus. Quelle est votre conduite de projet de délivrance d'une action de formation, quelle est votre conduite de projet d'une délivrance d'un bilan de compétences ou d'un accompagnement à la VAE ou de l'apprentissage. Donc, vous allez nous expliquer comment vous travaillez à travers 7 critères qui sont 7 processus que l'on va regarder. Et la question, par exemple, la question du handicap, qui est quand même des personnes qui sont en situation de handicap non visibles, qui sont vraiment les destinataires, en fait, de cette question du handicap, plus autant, mais sur les personnes qui sont sur des handicaps lourds, elles ont déjà tout leur circuit, formation, etc. La difficulté, elle est visible, mais ce qui est intéressant, d'après ce que j'ai compris de la GFIP, et à juste titre, à mon avis, c'est les personnes qui ont des handicaps invisibles, qui peuvent les empêcher de suivre comme il faut la formation, et donc finalement on aura financer une formation qui sera mal conduite, si vous voulez. Comment vous leur dites que vous pouvez adapter votre formation à leurs difficultés et comment vous allez faire en sorte de les adapter pour que ça réussisse. Vous voyez, c'est la preuve, c'est la question du handicap, que c'est vraiment le bénéficiaire de la formation qui est au cœur de la préoccupation de Calliope. C'est lui qui est le centre de ça. C'est pas un contrôle réglementaire et c'est pas non plus un contrôle comptable ou un contrôle. Ce n'est pas un contrôle du service fait. Le contrôle du service fait, c'est le travail des inspecteurs de la directe ou c'est le travail des inspecteurs des financeurs. Donc là, on est, montrez-nous sur comment vous travaillez, votre façon de travailler, pour qu'on ait à peu près. Alors, on sait bien que ça peut pas marcher à tous les coups, hein, parce qu'il y a des difficultés, il y a des aléas, etc. Mais quel est votre processus de conduite de projet de la délivrance d'une action de formation que nous délivrons? Et moi, je vois, il y a 2 parties pour moi, hein, dans Calliope. Il y a une première partie qui sont les indicateurs 1 et 2, qui sont les critères, pardon, 1 et 2, qui sont avant la formation, un parcours client, hein, jusqu'à l'indicateur 12. Et puis après, on est dans un critère de pendant la formation, les indicateurs, les critères 3, 4 et 5. Pendant la formation, quelles sont les ressources utilisées, les ressources techniques, les ressources pédagogiques, les ressources humaines. Et à propos des ressources humaines, critère 5, on fait un focus sur leurs compétences. Là, on retrouve Datadoc. Hein. Bien. Et puis après,
après la formation, comment analysez-vous ce que vous avez fait et comment mettez-vous en place un processus d'amélioration continue qui va vous aider à repartir sur de nouvelles sessions avec de nouvelles méthodes, une nouvelle planification, et on est dans une application de ce qu'en gestion de projet, on appelle le plan do check act en anglais, le planifier, réaliser, contrôler, améliorer. Voilà. Merci Michel pour cette première vision. Hubert, toi qui es très engagé aussi dans ces questions, notamment au niveau de l'AFNOR, comment tu perçois donc à la fois ce qui s'est dit et ce que tu as constaté en la matière? Alors effectivement, nous on est là plus en observateur, on a la chance d'observer à peu près 200 organismes de formation qui sont engagés dans des démarches de certification, qu'ils l'ont été préalablement éventuellement sur des certifications comme l'AFNOR. Et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes déjà qui me connaissent, puisque je vois leur nom dans la salle, et savent quel est l'engagement que j'ai toujours eu pour qu'à un moment donné, on arrive à une certification de la qualité de la formation professionnelle. Donc aujourd'hui, moi je voudrais commencer par là déjà, et suite au témoignage que nous venons de voir, c'est un plus énorme, on a progressé, on est passé d'un volontariat, et là on disait aux organismes de formation qu'il fallait qu'ils soient vigilants à quelque chose qui a été une étape avec le Datadoc. Aujourd'hui on est sur le Calliope, et comme on l'a entendu, on est dans un système d'audit, donc on vient visiter le centre, donc on progresse encore d'une marche. Donc ça, moi je voudrais dire que la critique est aisée, puisque c'est ce que tu vas nous demander de faire, Jacques, quelque part, de regarder ça d'une façon un peu critique. Donc elle est aisée, mais il faut aussi saluer tous les efforts qui sont faits depuis là. Alors, sûr. Plusieurs points. Moi, je voudrais souligner des paradoxes. D'abord, le paradoxe, contrairement malheureusement à ce qu'on a entendu dans la vidéo, même si on a le droit d'en être fier, on n'est pas sur une certification du plus haut standard de la formation professionnelle. On n'est qu'au strict minimum de ce que les OF de formation, les OF doivent respecter. Donc, on ne reconnaît pas à un organisme de formation une qualité supérieure à un autre. Ça, c'est le premier point. On reconnaît finalement que c'est un véritable organisme de formation. Après, dans les paradoxes, on nous parle de parcours client. Bon, moi, je veux bien. Et on nous parle aussi de normes processus. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre quelque part. Parce que, est-ce qu'on est sur une norme de service? Et là, la réponse est plutôt non, alors qu'on nous parle quand même de service dans le cadre de l'information, dans le cadre du traitement de l'individu, etc. Et en même temps, on voudrait nous parler de processus dans le cadre des critères. Or, si on était dans une approche processus, on aurait une vision plus systémique, et ne serait-ce que par exemple, le critère 6 sur tout ce qui est la veille, l'amélioration de la qualité, pourrait être quelque chose qui arrive plutôt en premier. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on parlera tout à l'heure de l'audit, on verra que ça pose un problème pour les auditeurs qui font une vérification linéaire, comme ça a été souligné, peut-être dans le parcours client, mais qui finalement, si à l'inverse partait de la stratégie de l'organisme de formation, aurait un petit peu moins de difficultés à comprendre les indicateurs. Des indicateurs sur lesquels on y reviendra certainement, Jacques, tout à l'heure, qui n'ont pas non plus été vus dans une approche systémique. Donc, je crois que ça a été souligné dans le débat précédent, il est très compliqué d'interpréter les indicateurs sans les voir dans un lien global. Si on prend l'analyse du besoin, qui est un indicateur qui pose des problèmes, l'analyse du besoin de l'individu, il se fait soit avec l'individu, soit avec le marché. Ça, c'est pas écrit, c'est pas vu, c'est pas forcément bien compris. On le verra aussi peut-être sur les objectifs. Après, toujours dans les paradoxes, il faudrait quand même souligner que c'est un système, et on y reviendra peut-être à la fin, c'est un référentiel qui a été fait sans forcément consulter les spécialistes de la qualité, puisqu'on y est engagé depuis un certain nombre d'années et on n'a pas forcément été consulté, ni les spécialistes de la pédagogie. Et là encore, on a quelques paradoxes dans les indicateurs sur les aspects de la pédagogie, dont un qui est qu'on a une nouvelle définition de l'action de formation, et que cette nouvelle définition de l'action de formation ne transparaît pas dans Calliope, et là encore pose à travers le guide d'interprétation des questions pour les auditeurs sur les notions d'objectifs, objectifs opérationnels, objectifs pédagogiques. Et on verra qu'on a beaucoup d'auditeurs qui continuent à auditer comme si nous étions sur des pages catalogue, alors qu'aujourd'hui, la formation est une nouvelle approche et on s'est suffisamment battu pour ça. Et puis, pour terminer, je dirais que c'est un référentiel qui a d'abord été fait pour les formations longues,
ce qui est tout à fait logique d'ailleurs, puisque c'est l'essentiel aujourd'hui du financement, les formations certifiantes, les formations longues, et qu'ensuite on a voulu faire rentrer au chausse-pied finalement toutes les autres formes d'action de formation. Et c'est là que ça posera problème. J'entendais parler du handicap, oui bien sûr, et on a tenu d'ailleurs récemment, et c'était la semaine du handicap, donc on a tenu un certain nombre de conférences sur le sujet. Il est souhaitable que les organismes de formation travaillent au plus près du handicap, mais je voudrais aussi rappeler que derrière cet indicateur, l'obligation, elle est une obligation d'information, ou si on est dans les formations longues, une obligation d'accompagnement, pas une obligation d'adaptation de ces formations au handicap, on n'y est pas encore. Et donc aujourd'hui, le référentiel, dans son interprétation, il est très difficile pour les auditeurs, suivant qu'ils se situent dans tel ou tel type d'organisme de formation, d'interpréter les différents indicateurs. Et comme on le verra dans quelques instants, vu qu'on nous dit que finalement, et c'est tout à fait ça, parce qu'on le reverra dans les auditeurs, les éléments de preuve ne sont pas les preuves qu'il faut aller rechercher, c'est à l'organisme de formation de faire la démonstration, et on va donc être systématiquement sur des jugements de valeur de ces démonstrations. Donc, le paradoxe, là, c'est réellement par rapport à un référentiel, à un guide d'audit, la possibilité de l'auditer, non pas dans une vision d'inspection, mais dans une vision d'audit et d'amélioration de la qualité. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait malheureusement, parce que c'est conforme ou non conforme, on est beaucoup plus dans un système d'inspection. On y reviendra peut-être justement en parlant des auditeurs. Oui, merci de nous titiller sur tous ces paradoxes, Hubert. Moi, je voudrais retenir quand même un point qui nous est commun, c'est que le socle processus, qu'on l'analyse en système clientèle comme le fait Michel, ou qu'on pointe les différentes étapes qui vont permettre la construction du système qualité. Dans tous les cas, ce système processus l'emporte sur la façon livresque, dirais-je, de l'ancien Datadoc. Et là, il y a une vraie rupture. Mais pour aller plus loin et traiter un peu au moins une partie des paradoxes qui sont là, c'est vrai que l'incitation d'Hubert, qui vaut pour nous tous, pas seulement ceux qui sont dans cette conférence, mais tous ceux qui y participent, y compris à distance, c'est cette notion de systémique. Et je crois que inscrire donc la posture de l'auditeur, la façon dont il s'y prend dans une systémique pose des questions. Et il y en a une, je ne vais pas attendre le temps du débat pour vous la sortir, puisqu'on la voit sur le chat. C'est lorsque une de nos collègues dit l'auditeur, en quelque sorte, doit être un pro à la fois de la certification, mais aussi de l'ingénierie pédagogique. Donc, on ne va pas faire le débat ici que nous suggèrent quelques collègues dans le chat, à savoir comment on choisit son certificateur. Ce n'est pas le propos. Hubert a bien rappelé qu'il faut contextuer aussi cette question. Mais par contre, on peut s'entendre, Michel, sans doute, sur on va dire, les prérequis de l'auditeur, et déjà en référence à ce que disait Gilles Trichet, c'est-à-dire ne pas partir sur l'idée reçue qu'on est en quoi que ce soit un contrôleur. Alors moi, je pense que la position de l'auditeur n'est pas toujours très confortable ni très facile, parce que il n'est pas dans une position de contrôleur ni d'inspecteur, et il n'est pas dans une position de conseil. Donc voilà, ce sont les deux limites dans lesquelles il doit pouvoir travailler. Après, la qualité, en dehors effectivement des compétences que tu as soulignées et que Hubert a souligné sur le fait que, et puis que Gilles a souligné dans la première partie sur le fait et puis Vincent Beau, dans ce qu'il nous a dit aussi, qu'il a choisi un certificateur pour être sûr d'avoir des auditeurs qui connaissent à la fois la qualité et la formation professionnelle, dont l'ingénierie de formation. Très bien. Je crois que c'est ça qu'il faut avoir comme socle de base quand on est auditeur, et avoir après une position agile. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Jacques, pour moi, j'aborde Calliope sur un plan systémique, et je fais parler des indicateurs entre eux. Par exemple, je donne un exemple. Vous avez un indicateur 12 qui est comment je préviens les abandons. Je dis, ça commence, la première brique
de prévention de l'abandon, c'est l'indicateur 4, c'est analyse du besoin. Si j'ai bien travaillé l'analyse de besoin, déjà, il y a peu de chances que les gens abandonnent. Voilà. Et donc, j'ai des indicateurs comme ça qui communiquent entre eux. Et donc, quand j'ai cette vision systémique, il faut à la fois que les organismes de formation se mettent un petit peu dans cet état d'esprit de la démarche d'amélioration continue qu'a très bien souligné notre ami Hubert, et puis en même temps de quelque chose qui est un système d'amélioration continue qui fonctionne. Et donc, l'auditeur, il doit être aussi dans cette position-là, et pas dans une position de contrôle. Ah ben moi, on m'a dit qu'il fallait ça comme morceau de papier, donc donnez-moi ça comme morceau de papier. Hein, voilà. Juste, si vous permettez, avant de donner la parole donc à Hubert sur ce point, quand on travaillait sur le Datadoc, c'était avant, dans le monde d'avant, moi j'ai vu, en accompagnant un certain nombre de collègues sur cette question, que la construction des indicateurs du Datadoc, certains la vivaient comme un piège. En gros, une question, on y répond, 10 minutes plus loin ou 2 pages plus loin, on a une autre question. Et si on ne répond pas pareil, effectivement, cette contradiction va entraîner des difficultés avec le Datadoc. J'ai l'impression qu'on a en fait là, dans ce que tu dis, Michel, l'exact inverse de cette sensation de piège lorsque tu dis qu'il faut faire dialoguer les indicateurs entre eux. Est-ce que, Hubert, tu as ce même sentiment et quels sont les autres points que tu voudrais aborder sur la façon dont l'auditeur doit concevoir son rôle avant de parler du déroulement des audits? Moi, je voudrais commencer par remercier Michel, parce que Michel a donné l'essentiel de ce que devait savoir faire un auditeur, c'est-à-dire une prise en compte systémique de l'ensemble des indicateurs pour être capable de les analyser en cohérence. Et on le verra quand on parlera tout à l'heure peut-être des indicateurs qui posent problème. Donc ça, c'est un point absolument fondamental. Moi, ce que je voudrais souligner justement dans les auditeurs, c'est que on l'a entendu dans la vidéo, je ne citerai aucun nom de société de certification, même si c'est un joli business qui a vu émerger quelques nouveaux partenaires. Il y a des organisations qui ont formé leurs auditeurs, d'autres pas. Nous avons des auditeurs aujourd'hui. Alors, pourquoi j'explique ça? Parce que nous avons assisté à plus d'une centaine d'audits à distance, justement dans le rôle d'observation qu'on s'est donné. Donc, on les écoute et parfois on intervient. Nous avons donc des auditeurs aujourd'hui qui sont soit très bons parce qu'ils viennent du métier de la formation, voire qu'ils ont été auditeurs qualité, qui sont capables de mettre dans une dimension globale le référentiel à la fois sur les processus, la qualité et la pédagogie, et d'autres, j'en ai vu un par exemple qui était responsable qualité industrielle et qui n'avait rien à voir avec le métier de la formation et donc qui était dans un système d'inspection bête et méchant des indicateurs sans être capable de les intégrer, de les comprendre. Et ça, c'est très grave parce que même si on est sur un aspect processus, même si pour répondre à ce qui est dans le chat, effectivement, Calliope ne porte pas sur les actions de formation, on est quand même dans un modèle où les auditeurs doivent être capables d'interpréter ce qu'est un objectif pédagogique, un référentiel de formation, un contenu, un déroulé pédagogique, etc. Donc, on est dans un modèle où nous avons un certain nombre d'incompétents, ce n'est pas une insulte, hein, ça veut dire simplement qu'on ne leur a pas donné les moyens d'être compétents pour pouvoir faire leurs audits. Et pour la plupart des audits que nous avons suivis, c'est-à-dire près de 95%, on va constater que les auditeurs auditent de façon purement linéaire, indicateur par indicateur, contrairement à ce que Michel a naturellement souligné. Donc on reviendra certainement à la fin dans les conseils qu'on peut donner sur l'évolution, mais ça c'est un véritable problème. Et à l'inverse, nous avons des auditeurs qui sont tellement compétents qu'ils vont chercher la petite bête et ils vont jouer sur de la non-conformité qui pourrait être logique dans une approche d'amélioration de la qualité pour faire progresser l'organisme, mais qui justement, et quand Michel dit on n'est pas dans un système d'inspection, malheureusement si, parce que dans un modèle d'amélioration de la qualité et de certification classique, une non-conformité n'est pas bloquante. Dans le modèle Calliope, la non-conformité est bloquante. Donc,
Moi, je rappelle que dans un système normal, une non-conformité, on la lève par un plan d'action et c'est vérifié à un audit suivant. Là, il faut avoir levé les non-conformités. Et moi, j'attire l'attention pour ceux qui ne se seraient pas encore engagés dans une démarche, et en particulier pour les CFA, que comme l'auditeur doit prendre et doit prélever, on va dire au hasard, un certain nombre de produits, par exemple sur les produits pédagogiques, on entendait dans le témoignage que ça avait permis au réseau de la personne de pouvoir faire travailler tout son réseau sur la qualité. Dans un CFA, faire travailler tous les formateurs sur la qualité de leur contenu, sur les tableaux croisés référentiels, sur l'approche pédagogique, etc., c'est un travail qui est extrêmement long. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'auditeur va peut-être constater la non-conformité et que la non-conformité devient bloquante. Or, il est impossible pour le CFA de tout remettre en conformité dans les 3 mois qui suivent. Parce que la volumétrie du nombre de produits pédagogiques à mettre en place, elle est dramatique. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on n'est pas dans l'inspection, il y a quand même ce risque majeur d'être dans l'inspection et dans la non-conformité qui est totalement bloquante. C'est pour ça, c'est pour cette raison du risque que souligne ici Hubert, que moi je parlais de posture et pas simplement de compétences, parce qu'effectivement, on peut être d'origine différente dans le système d'audit, mais il y a une responsabilité sans doute qui a été évoquée au fil de vos deux interventions, c'est celle des sociétés certification qui ont, elles, sans doute, une obligation de faire monter en compétences et en professionnalisme leurs équipes. Je dis bien leurs équipes, c'est-à-dire que, en gros, entre celui qui est un ancien responsable qualité qui connaît le système et un ancien ingénieur de formation qui connaît le métier, il faut organiser le dialogue de telle sorte que l'ensemble des intervenants soit au mieux de la bonne compréhension de cette systémique que vous avez tous les deux évoquée. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus ensemble. Et je voudrais, à ce moment de notre discussion, qu'on aborde la question de ce qui a pu être constaté par Michel et Hubert en termes de pratiques d'audit, au-delà des préambule de démarche qui vient d'être dit, il y a la réalité des audits. Et là, on va, bien entendu, c'est le quart d'heure où on va poser les questions qui fâchent, c'est-à-dire quel constat vous faites de ce qui n'a pas marché, de ce qui a posé des problèmes, et ensuite nous poserons la question comment améliorer ça, quels vont être nos points de repère pour que désormais, dans la vague qui vient, excusez-moi, de nouveaux audits, on soit au mieux de l'esprit de la loi et du guide de lecture. Donc, qui veut commencer sur les témoignages de choses vues, même si Gilles Gilles Trichet tout à l'heure nous a déjà soulevé un peu le voile, vous avez sûrement plein de choses à nous dire. Moi, je veux bien intervenir puisque dans mes accompagnements, j'en suis à peu près 45 audits conduits avec 45 audits revenus donc avec la certification acquise, avec un certain nombre de non-conformités quand même très réduites. Hein. Donc ça veut dire que l'accompagnement certainement a été pas mal fait. On a mis les choses en place, et surtout les prestataires qui ont bien travaillé, parce que c'est eux d'abord qu'il faut féliciter, et que les relations avec les auditeurs sont généralement excellentes. Voilà. Alors, parce que faut leur rendre hommage, ils savent quand même bien faire leur boulot, et puis on a quelquefois des cas qui sont alors moi je les catégorise par différentes catégories. Quelquefois j'ai des réflexions des non-conformités mineures en général qui sont de l'ordre de la lubie un peu d'un auditeur ou d'une auditrice, et puis là on arrive sur la partie conseil qu'on n'a pas abordé tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec la partie contrôle de ce que nous a dit Hubert, et que attention à l'inspection, etc. Mais sur la partie conseil, par exemple, j'ai quelqu'un a une non-conformité parce que un indicateur
22, je crois, elle n'avait pas présenté les choses sous forme de tableau. Alors, les documents justificatifs étaient bien là, mais l'auditrice aurait aimé avoir un tableau. Et puis, elle a commencé à décrire le tableau, ce qu'il devait y avoir dedans. Et je dis que ça, elle sort de son rôle parce qu'elle fait un peu du conseil, parce qu'elle dit à la fois, là, ça ne me convient pas, pour moi, c'est une lubie parce qu'il n'y a aucune exigence de tableau, d'une part, et en même temps, elle apporte la solution en disant, voilà comment va être le tableau. Donc là, on est dans la limite du conseil, vous voyez. Michel, je trouve très intéressant d'aborder aussi ce défaut qui est d'aller trop sur le conseil. Mais est-ce que de point de vue posture et comportement, en fait, il n'y a pas l'idée qu'on se projette, on se met à la place de celui qu'on va auditer? Les comportements sont quand même dans l'ensemble excellents, sauf un cas que je préfère ne pas citer là, où mon client, qui était pourtant certifié CNEFOP, il a mis pratiquement un mois à s'en remettre, hein, avec des non-conformités. On était parti sur 4 majeurs, 4 mineurs. Après, quand le rapport d'audit est arrivé, il y en avait plus que 2 majeurs et 2 mineurs, et il y en avait aucune des 4 qui était recevable, parce que bon, une question qui est importante, c'est la question de l'échantillonnage. L'échantillonnage, il y a 2 choses dans l'échantillonnage. C'est si vous avez un catalogue de formation qui est dense, l'auditeur ou l'auditrice va aller regarder au hasard dans les 50, par exemple, formations que vous faites dans votre catalogue, si vous respectez bien l'indicateur formation par formation. Puis après, il y a un deuxième type d'échantillonnage, c'est montrez-moi que vous faites bien ça comme ça tout le temps, donc on va échantillonner sur les sessions passées. Alors, quand la dernière session remonte à une date ultérieure, on ne peut pas considérer que la session passée peut rentrer en considération dans Calliope. D'abord parce que j'étais pas encore conforme à Calliope, parce que j'ai commencé de le mettre en place maintenant. Et il y a 6 mois, si vous allez regarder, il y a 6 mois, c'était pas comme ça. Le ministère du Travail répond à cette question dans son question-réponse à la question 5.11, où le ministère du Travail recadre ça. Moi, j'ai eu ce cas de quelqu'un qui est remonté à 2018. Vous voyez, bon, je suis désolé, mais la loi fait que une loi n'est pas rétroactive et un décret d'application d'une loi non plus. Enfin, on ne peut pas demander à quelqu'un aujourd'hui, en novembre 2020, s'il respecte bien une loi qui va apparaître en septembre 2021 avec un décret d'application en 2022. Enfin, c'est bon, voilà. Donc, c'est des petits écarts comme ça qui parfois quand même peuvent déraper. Là, ce cas-là est pour moi un dérapage. Voilà. Okay. Hubert, les 2-3 points les plus choquants que tu as pu constater sur cet ensemble qui est très majoritairement positif et bien fait, et donc ça serait quoi qu'il faudrait rectifier, que tu as observé dans chaque Alors, on parle toujours des auditeurs ou tu veux qu'on parle de l'interprétation des indicateurs? Déroulement. Pardon ? De l'audit. Tu parles du déroulement de l'audit. Alors, si on est toujours dans les pratiques d'audit, je rejoins complètement ce qu'a dit Michel et je pense qu'il faut aussi rassurer ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Il se trouve que c'est justement nous qui avions posé cette question-là à la DGEFP sur la possibilité de remonter en arrière dans l'analyse des dossiers. La réponse de la DGEFP a été effectivement très claire. On peut remonter, la réponse qu'on nous avait faite, à la date du démarrage de la démarche Calliope. Donc, il faut que l'organisme, à la limite, et c'est le conseil qu'on peut donner à ceux qui ne le seraient pas encore, fasse une réunion de direction pour dire on lance une démarche Calliope et à partir de là, on va respecter les indicateurs. Donc là, il faut souligner ce que vient de dire Michel, qui est extrêmement important. Nous, dans les pratiques de l'audit, j'ai repéré à peu près les mêmes choses que Michel. Je pense qu'il faut aussi, bien sûr, féliciter les auditeurs et que la plupart, puisque comme je vous l'ai dit, on suivait les audits en visio et qu'on a pu intervenir en demandant l'autorisation à l'auditeur, parce qu'il n'est pas question non plus de se substituer à lui, les auditeurs étaient, d'une façon générale, très demandeurs des interprétations qu'on pouvait leur apporter du référentiel. Parce que des fois, ils sont, et quand on va aborder les indicateurs, ils sont dépourvus dans l'interprétation par rapport au niveau de connaissance qu'ils ont du métier ou même du type d'organisme de formation. Moi, je voudrais souligner que dans les OPCO, par exemple, quand vous parlez de l'apprentissage, il faut parler aux spécialistes de l'apprentissage.
d'accord? Parce que c'est un métier, que la législation et que l'environnement de l'apprentissage, c'est quelque chose. Quand vous parlez à un organisme de formation qui fait de la formation courte, c'est une autre approche. Quand vous parlez à un bilan de compétences, c'est encore autre chose. Or, on a parfois tendance à mettre un peu les mêmes auditeurs sur ces différents registres. Ce qui veut dire que là, ça nous pose des vraies questions quand on est dans ce cadre-là. Après, oui, comme Michel l'a dit, on a des auditeurs qui se mettent à la place de l'organisme. Et ça, c'est surtout ceux qui sont eux-mêmes organismes de formation ou qui ont travaillé dans le métier-là ou dans la qualité et qui, effectivement, ont un petit peu tendance à chercher à imposer une vision de l'indicateur. Gilles l'a souligné, il y a encore des auditeurs qui considèrent dans le guide les éléments de preuve comme étant obligatoires. Donc, il faut aussi dire à ceux qui vont se faire auditer, non, ce qui est dans le guide d'audit n'est pas obligatoire. Et ça pose donc la question qu'a donnée Michel, c'est comment l'organisme de formation apporte la preuve et comment l'auditeur doit accepter ou pas la preuve. Donc, si on vient tout à l'heure sur les indicateurs, on verra que pour beaucoup d'indicateurs, l'interprétation de ce que propose l'organisme de formation est très compliquée. Et donc, pour l'auditeur, ça n'est pas facile. Et c'est vrai que des fois, on va avoir des non-conformités et qu'il faut aussi savoir négocier la non-conformité en disant « je ne suis pas d'accord ». Et là, ça posera une autre question. Quel est le recours d'un organisme de formation qui n'est pas d'accord sur ces non-conformités? Et ça, pour moi, c'est le plus gros problème que nous avons aujourd'hui dans le cadre des audits. Merci d'avoir, Hubert, introduit notre question des indicateurs, parce que pour rendre un peu plus concret notre discussion sur où est-ce que ça peut coincer, comment faut-il améliorer, on pourrait passer effectivement par cette question, quels sont les principaux indicateurs sur lesquels il y a pu y avoir des débats un peu difficiles. Simplement, avant de donner la parole à Michel, je voudrais rajouter à la liste parfaitement judicieuse des situations distinctes qu'un auditeur doit pouvoir rencontrer et traiter spécifiquement, la question des organismes qui font de la VAE. Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est du teasing parce que je pense qu'au printemps prochain, cette question va revenir fort et que peut-être faudra-t-il regarder quelles sont la prise en compte de cette partie-là de ce qui est visé par le RNQ. Voilà. Maintenant, Michel, si on aborde cette question des indicateurs, est-ce qu'il y a, comment dirais-je, un top 10 ou un top 5 des indicateurs sur lesquels il y a le plus de débats entre auditeurs et audités? Dans la relation entre l'auditeur et l'audité, je crois que c'est surtout sur les indicateurs, c'est exactement ce qu'a souligné Hubert, c'est on considère que c'est écrit dans le guide de lecture, donc ça doit être là. Donc sur l'indicateur 1, beaucoup de difficultés sur des termes de communication, par exemple des détails comme oui, mais alors mes informations sont sur un site web. Ah mais oui, mais vous n'avez pas de site web, alors vous avez une non-conformité. Ou bien alors, toutes les informations ne sont pas en libre accès sur le site web, parce qu'il y a des informations qu'on trouve, par exemple, dans le support de contractualisation. Bon, les informations, la personne, avant de signer avec moi, elle les a eues ou elle les a pas eues, parce que l'information, c'est avant la signature. Bon, voilà, c'est de cet ordre-là sur l'indicateur 1. Et puis après, bon, j'ai envie de dire, ça va pas mal. Puis, le gros souci, généralement, se pose sur les questions du handicap et puis sur l'indicateur 26 auquel on a des exigences qui sont absolument aberrantes puisque, comme il y a écrit le mot réseau, et je trouve là que la DGEFP, dans la partie droite là du guide de lecture, devrait réécrire un petit peu tout ça parce qu'il y a écrit à la fois démontrer la mise en place démontrer la mise en place d'un réseau, et puis en dessous, démontrer la mise en place d'un réseau, ça consiste à donner, c'est un exemple de preuve, une liste. Bien. Mais si j'ai démontré que je respecte l'indicateur 26 parce que mon référent handicap, il a de bonnes connaissances et il est en formation sur les connaissances et les questions liées au handicap, je ne suis pas obligé de montrer la liste. Donc, on a de grosses difficultés sur cet indicateur 26 avec des exigences qui sont démesurées. Par rapport à l'indicateur 26. L'AGFIP, j'ai assisté à un webinaire de l'AGFIP Rhône-Alpes, dit mais
arrêtez de nous appeler pour nous demander de signer des contrats avec vous. Vous êtes plus de 40 000, on ne va pas vous répondre. On est là pour vous répondre le jour où vous avez une difficulté. Et c'est pour ça que je trouve très bien déjà la rectification de la définition de l'indicateur 26 dans la version 6 du guide de lecture. C'est-à-dire une liste d'un réseau. C'est ça le réseau. C'est pas moi qui constitue un réseau, c'est moi qui m'adresse à un réseau. C'est pas tout à fait la même chose. Et ce réseau est susceptible de m'aider parce que il y a quelqu'un qui a une difficulté, qui me l'a signalé, et puis je sais pas très bien comment y répondre. Donc les structures d'accompagnement du réseau de handicap est là pour m'aider, pour essayer de trouver des solutions. Peut-être un troisième, j'ai noté le 1, le 26, allez, un troisième indicateur problématique que tu aurais en tête, sur lequel il y a à travailler pour dissiper les questions de non-conformité. Qu'est-ce qui reviendrait le plus souvent? Le troisième position, ce serait quoi? Que Gilles Trichet, par exemple, a joué avec nous hein. Dans le chat. Gilles nous voudrait qu'on nous parle du critère 6. Est-ce que tu es d'accord avec lui? Dans le critère 6, oui, je suis d'accord sur l'ensemble du critère 6, mais bon, on est quand même en veille et en mise en application de l'enveille dans le critère 6. Donc, alors, il a raison, Gilles, sur le critère 6, ce qui pose problème, ça va être l'indicateur 23, parce qu'on retombe sur l'indicateur 23 avec cette question réglementaire. Doit faire du réglementaire. Et moi, je dis toujours, il y a deux choses dans l'indicateur 23, c'est êtes-vous en veille réglementaire et appliquez-vous la veille réglementaire. Ce que je dis, c'est que si dans le cours de l'audit, vous me montrez des documents qui ne sont pas à jour, ça veut dire que vous avez peut-être un joli système de veille, mais que vous n'en tenez pas compte. Donc moi, je regardez votre définition de l'article L6313-1. Je demande à mes clients de me ressortir les conventions et je trouve des L6313-1 de 2018. Je dis, oui, mais voyez, ça a changé depuis le 1er janvier 2019. Donc, vous pouvez pas laisser ça. Voilà. Donc là, j'ai une non-conformité puisque je n'ai pas mis en place ma veille. Maintenant, quand l'auditeur commence à aller regarder, à aller fouiner dans la convention pour aller voir si elle est conforme à ceci ou à cela, il sort de son rôle d'auditeur. Son rôle d'auditeur, c'est est-ce que la veille est mise en place? J'ai des documents qui sont pas actualisés, ma veille ne fonctionne pas. Et on s'arrête là. Ça, c'est point de vue. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc oui, Gilles a raison sur le critère 6. Et à l'intérieur du critère 6, ce qui pose le plus de problèmes, c'est le 23. Pour moi, hein. Hubert, ton tiercé gagnant des zones à embêtement, ça serait quoi? Je ne sais pas, j'aurais envie de te dire, donne-moi n'importe quel indicateur et je vais te dire le problème que ça pose. Parce que je pense que tous les indicateurs posent question sur les interprétations. Mais je vais quand même venir sur certains. Je vais commencer peut-être, puisqu'on parlait de la veille, juste pour compléter, et Michel a tout à fait raison. Il faudrait que les auditeurs entendent ça, mais surtout le rédacteur Calliope, c'est que le niveau attendu est mal rédigé. Le problème, c'est pas de faire de la veille, c'est ce qu'il a dit. C'est comment prenez-vous en compte les évolutions législatives, pédagogiques, etc. On n'a pas besoin d'en faire 3 indicateurs, même si finalement, ça porte sur des registres différents. Donc ça, c'est une rédaction, mais là où il a raison, c'est que si on veut être dans du processus, il faudrait quand même que la veille serve à quelque chose. Bon. Moi, ce qui me pose question, puisqu'on va remonter peut-être, bon, je vais prendre dans l'ordre, ce qui pose pour moi question, c'est les indicateurs, par exemple, sur les indicateurs, sur la publication donc d'indicateurs qualité, indicateurs de satisfaction, indicateurs de taux de résultat. Comme l'a dit Michel, quand est-ce qu'ils doivent être publiés et qu'est-ce que ça veut dire être accessible? C'est compliqué parce qu'entre autres sur les indicateurs de résultats aux examens, on est bien d'accord qu'il faut que ce soit accessible, mais je voudrais juste rappeler que si on considère que c'est un bon indicateur, on a le risque d'avoir des établissements de formation qui privilégient ceux qui vont réussir l'examen. Et je dis ça parce que moi, à l'inverse, j'ai justement un établissement qui accepte et qui prend justement des jeunes en difficulté. Et évidemment, son taux de réussite aux examens sur ces jeunes-là, pas sur ceux qui vont bien, n'est pas un taux satisfaisant. Alors la DGEFP m'a répondu, il peut apporter des précisions sur qui obtient le diplôme, dans quelles conditions. Vous imaginez que ce n'est pas forcément facile. Et là, la question pour les auditeurs, c'est quand est-ce que ce chiffre doit être donné? Et ce que Michel a dit me paraît important. Les personnes doivent être informées avant la signature.
Donc, l'organisme doit expliquer comment il communique cette information-là, et elle n'est pas forcément sur le site Internet. On ne va pas mettre le taux de satisfaction sur le site Internet, parce que pour moi, ça ne veut strictement rien dire, c'est mes choix. D'accord? Donc, on a d'autres indicateurs. Donc ça, je pense que c'est important aussi à entendre. Ensuite, sur les indicateurs 6 et 7. Les indicateurs 6 et 7 sont ceux qui, d'une façon générale, alors le 1, 2, 3, etc. aussi, mais 6 et 7 posent particulièrement le problème de la pédagogie. Et c'est là où je disais, on n'a pas intégré, par exemple, la nouvelle dimension de l'action de formation qui consiste à construire un parcours, parce que ça renverra aussi sur l'aspect des ressources pédagogiques. Qu'est-ce qu'une ressource pédagogique? Pourquoi faudrait-il une ressource pédagogique? Alors, dans un parcours de formation, ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir des ressources pédagogiques. Donc là encore, l'auditeur, s'il n'y a pas de ressources, va dire « Ah, il n'y a pas de ressources, comment ça se fait qu'il n'y a pas de ressources ?» Après, il y a des mots. Par exemple, dans l'indicateur 8, quand il y a un qualiticien qui fait l'audit et qui lit procédure de positionnement. Alors là, il nous demande un document écrit, une procédure, où est la procédure? Donc, on arrive à du ridicule dans des indicateurs comme ça. Sur l'indicateur, après, plus pertinent et plus compliqué aussi, puisque je parlais de la pédagogie, c'est le 21 sur les compétences des formateurs. On ne nous a toujours pas dit ce qu'était la compétence d'un formateur. Et là aussi, l'interprétation est compliquée. Nous, on a tendance à pousser les organismes de formation à s'assurer d'une double compétence en termes d'expertise technique et pédagogique. Comment est évaluée l'expertise pédagogique et quels sont les auditeurs qui sont en mesure de s'assurer que la sélection des formateurs et en particulier des sous-traitants est cohérente avec les exigences pédagogiques. C'est quand même un registre un petit peu compliqué. Et donc, ça va, et là encore, ça va dans les audits de celui qui considère que d'avoir le CV d'un expert en fait un bon formateur. Et je pense entre autres à des CFA ou à des écoles qui travaillent avec des universités en licence professionnelle, où là, il est pratiquement impossible pour elles d'avoir une qualification pédagogique des formateurs, et à d'autres organismes qui, eux, font un effort de travail pédagogique et qui n'est pas forcément reconnu. Enfin, il y a des obligations qui sont plus compliquées parce qu'elles n'ont pas été réfléchies, et en particulier justement sur la maîtrise de ces sous-traitants. On nous indique dans l'indicateur que l'organisme est responsable du respect par ses sous-traitants de Calliope. Ce qui veut dire, et j'ai posé la question à la DGEFP, la réponse est claire, ce qui veut dire qu'un organisme gestionnaire, et je parle dans l'apprentissage, qui sous-traite ses formations à différents établissements de formation, est le seul et unique qui va être audité et qui est responsable de la qualité de tous les autres établissements, sachant que l'auditeur n'ira pas voir les autres établissements. Donc là, j'invite les organismes gestionnaires à bien se poser la question de leur responsabilité. Elle n'est pas simple. On connaît un organisme gestionnaire qui gère 6000 contrats d'apprentissage pour une centaine d'écoles différentes. Vous imaginez bien que c'est des écoles de tous bords, de tout style, et s'il faut qu'il ait un référent handicap et mobilité pour une centaine d'écoles qui n'ont rien à voir les unes les autres, c'est un cas qui n'a pas été prévu dans Calliope. Et la réponse de la DGEFP, pour l'instant, c'est on va auditer l'organisme gestionnaire, il est responsable de la qualité de ceux pour qui il gère les fonds. Voilà, donc voilà en gros pour moi les grands points, sachant qu'encore une fois, après, il faut quand même retenir la petite phrase qui est, d'une façon générale, dans l'échantillon audité, le non-respect même partiel de cet indicateur. Bah, écoutez, voilà, on pourrait prendre n'importe quel indicateur et l'interprétation de l'auditeur sur le non-respect de la preuve est extrêmement compliquée aujourd'hui. Voilà, on est absolument d'accord. Pour finir sur la question, pour la finir sur la question de la sous-traitance, effectivement, ce que tu as cité, Hubert, aussi concerne les CFA avec les UFA qui sont sous-traitants. Tout à fait. C'est ça, exactement. On pourrait considérer que le CFA est multisite, non? Non. Et d'ailleurs, justement, on a conseillé à un réseau de CFA de devenir monosite, du coup, parce que l'audit leur coûte beaucoup moins cher, voilà. et peut-être même moins contraignant finalement. Voilà. Exactement. Donc on est quand même dans un système un peu aberrant là. Ouais, je suis d'accord que c'est un peu voilà, mais c'est intéressant comme limite. On approche de la fin de notre séquence. Je voudrais relever quelques questions qui nous ont été posées. Il y a beaucoup de gens qui insistent, qui vont dans votre sens
sur la question, par exemple, de la veille, donc je n'y reviendrai pas. Il y a une question que Gilles remet sur le tapis et qui est importante, c'est qu'est-ce que ça veut dire que défendre sa conformité lors de l'audit, c'est-à-dire comment le professionnel explicite auprès de l'auditeur de façon à en être compris. Je crois que, parce que si les auditeurs sont de nature, de parcours et de compétences différentes au départ, ça veut dire qu'il faut être capable, du côté de l'organisme, de s'adresser à eux dans leur diversité d'auditeurs et de faire comprendre, en fonction du dialogue qui a été établi, donc ce à quoi ils sont attachés et comment ils manifestent leur respect de Calliope. Donc, je pense que là-dessus, on est tous d'accord. Alors, une vraie question, par contre, Véronique nous demande de revenir un peu sur le rôle du COFRAC lorsqu'il y a par rapport au comportement d'audit qui ont pu poser problème, etc. En quoi le COFRAC intervient-il ou pas? Quel est le rapport entre organisme certificateur qui a eu telle ou telle des difficultés que nous avons évoquées et le COFRAC? Michel, sur les relations avec le COFRAC, c'est que généralement, les contestations, les non-conformités que j'aime bien appeler non-conformes, hein, parce qu'il y a quelquefois des non-conformités non-conformes, parce qu'on n'est peut-être pas dans l'illégalité, mais on est au moins dans l'irrégularité, c'est-à-dire que si on porte atteinte au référentiel en rajoutant des choses qui n'y figurent pas, bon, moi, on négocie avec le certificateur, puis il y a un moment où on peut aller chercher la réponse chez le propriétaire, l'auteur du référentiel, même si c'est pas lui qui l'a rédigé tout seul, qui est quand même l'État, c'est-à-dire qu'on a affaire à un décret, un décret modifie un décret. Bon, après, donc on peut aller chercher, il faut discuter avec le certificateur, et si on n'arrive pas à trouver les solutions, on peut saisir le COFRAC, y compris en demandant au COFRAC que ça reste anonyme. Voilà. Et donc ça, c'est une recommandation du COFRAC. Donc le COFRAC reçoit beaucoup de plaintes, hein, de gens qui les interrogent, qui les appellent en disant mais comment se fait-il que j'ai payé un audit, un pré-audit où j'avais avec le même certificateur 0 non-conformité, puis que je me trouve dans l'audit réel avec 14 non-conformités, par exemple. Vous voyez, bon, donc cette personne-là a appelé le COFRAC d'elle-même. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas le COFRAC lui a répondu. En tout cas, on a la possibilité de saisir le COFRAC de choses qui nous semblent anormales. Gilles a répondu dans le chat, et je l'en remercie, à la question un organisme peut-il obliger ses sous-traitants à être sur Calliope? Et la réponse, c'est une réponse de Normand, c'est ça dépend. Voilà, donc je ne l'évoquerai pas car nous sommes en fin de réunion, mais on peut y revenir dans les documents. Je peux répondre à la réponse de Gilles et de ce que tu dis, Jacques, c'est que quand on dit que vous devez transférer, enfin, vous devez continuer à faire porter la chaîne qualité vers le sous-traitant, le fait que le sous-traitant soit Calliope ne me garantit rien quant au fait qu'il va effectivement appliquer la chaîne de qualité Calliope avec moi, ma responsabilité, comme c'est moi le responsable de la formation, c'est moi le donneur d'ordre, c'est le financeur, c'est moi qui va payer et la personne éventuellement qui fait la formation. Donc c'est bien moi qui suis le responsable de la prestation. Donc il faut bien que je m'assure quand même que le sous-traitant respecte les règles qualité que je lui fixe, fût-il lui-même Calliope, ça ne me garantit rien. Ok. Peut-être qu'on va donc maintenant passer au mot de la fin pour vous dire à quel point on peut être elliptique et concis, ce qui me changerait beaucoup personnellement. Moi, je retiens 2 mots, qui est la question de la stratégie de l'entreprise et systémique. Et c'est dans ces 2 cadres-là qu'il me semble que les préconisations d'amélioration doivent se situer. Quels seraient vos 2 ou 3 mots de clôture? Je vais peut-être reprendre simplement pour faire quelques réponses aussi au chat, d'accord avec Michel sur Calliope. Et donc, comme dans le milieu industriel, on a vu les constructeurs obliger leurs sous-traitants à être ISO 9001.
c'est un engagement dans lequel il faut amener ses sous-traitants, parce que je pense que c'est une bonne chose pour eux, comme on l'a entendu dans le témoignage vidéo. Donc ça, c'est une chose. Il y a une question sur l'échantillonnage. L'échantillonnage, ça se fait au moment de l'audit, hein, donc l'auditeur décidera sur place, il ne prévient pas avant. Sinon, ce serait peut-être un peu facile. On nous parle d'une triple compétence. Moi, je dis oui, il faut une compétence qualité, pédagogique, connaissance du métier. Et on nous parle des publics, et c'est vrai, puisque je disais qu'il y a plusieurs types d'organismes de formation. Donc ça, c'est important. Et puis, pour terminer sur quelques éléments de réflexion, comme tu le demandais, Jacques, moi, je crois que, d'abord, ce serait bien de pouvoir revenir sur le référentiel pour l'améliorer, puisqu'il y a des versions régulières d'amélioration, en travaillant avec des vrais professionnels, puisqu'on vient de parler d'une triple compétence, donc de travailler avec des gens qui sont du terrain, de la qualité, de la pédagogie, pour améliorer quelque chose qui est déjà bien fait, hein, donc il faut reconnaître la qualité du travail du guide, mais qui pourrait être amélioré. La deuxième chose, j'ai le droit de rêver, ce serait l'obligation de mettre en place une formation unique pour tous les auditeurs. Voilà, et j'insiste sur une formation unique que l'on pourrait valider entre spécialistes sur ce qu'on vient de dire finalement là, c'est-à-dire que si déjà tous les auditeurs nous écoutaient, je pense que ce serait pas mal. Et puis, troisième point, ce serait de résoudre cette question de la non-conformité bloquante pour favoriser un modèle d'amélioration continue qui peut-être à imaginer un suivi de plan d'action de l'organisme de formation plus régulier qu'à 1 an et demi ou à 2 ans. C'est-à-dire que, suivant le constat qui serait fait dans l'audit, de dire, bon, bah là, vous avez des non-conformités, vous nous faites un plan, on ne vous empêche pas d'être Calliope parce qu'on sait bien que vous faites des efforts, mais on va vérifier ce plan à distance, hein, ce n'est pas forcément la peine de revenir, de façon à ce qu'on soit sûr que vous soyez dans ce système d'amélioration continue. Voilà, moi je crois que si déjà on était sur ces 3 points-là, 3-4 points-là, on aurait fait un grand pas en avant. Michel, avant qu'on donne la parole conclusive à notre ami René, quelles seraient toi tes remarques? Moi, c'est un petit peu aussi la même conclusion que Hubert. On est quand même dans un système qui s'installe. Stéphane Rémy expliquait dans le webinaire que nous avons fait ensemble que Datadoc, c'était une culture documentaire. En fait, vous donniez des documents, on vérifiait la conformité de ces documents et ça vous donnait la capacité à former. Bien. On déduisait de documents réglementaires la capacité à former. On est passé dans une autre culture, qui est une culture du résultat. Je rappelle toujours que le titre 1 de la loi du 5 septembre 2018 dit « Vers une nouvelle société de compétences ». Ça, c'est le titre de la partie 1 de la loi du 5 septembre 2018 qui nous occupe. Alors, moi, je trouve que Calliope s'insère complètement dans cet objectif d'aller vers une nouvelle société de compétences. Vous êtes opérateur de développement des compétences, essayez de nous montrer comment on fait tous ensemble ce qu'il faut pour que ça marche, que ça fonctionne. Et à partir du moment où on voit que vous êtes inscrit dans cette démarche-là, on peut financer ce que vous faites. Vous voyez, c'est pour moi la légitimité de Calliope, l'exigence des financeurs. Vous mettez tout en place pour que ce qu'on vous finance, ça marche. Juste une phrase, Jacques. En ayant entendu ce que vient de dire Michel, il a dit prestataire d'accompagnement de compétences. C'est peut-être aussi une évolution qu'il faudrait qu'on ait dans Calliope, comme je l'ai souligné au tout début, c'est-à-dire réellement prendre en compte la nouvelle définition de l'action de formation et intégrer cette dimension de la compétence pour passer de la formation traditionnelle à ce système de développement des compétences vers lequel on veut aller. Absolument. Alors, René, on est un peu à la bourre, donc on devait, Robert et moi, faire un petit commentaire sur comment aller plus loin. Robert voulait insister sur la dimension professionnalisme des formateurs, mais je crois qu'on l'a bien évoqué. Et de mon côté, je voulais insister sur l'impact que Calliope pouvait avoir sur le système client et sur les entreprises. Bon, je pense qu'on a eu un certain nombre d'exemples intéressants, donc on va épargner ça à nos auditeurs, sans jeu de mots, et René, te donner la parole sur comment la FREF va continuer ce genre de débat et qu'est-ce qu'elle prépare pour 2021. À toi la parole. Merci en tout cas pour la qualité. Ouvre ta caméra.
Vous me voyez, vous voyez, vous m'entendez ou pas? Le micro est ouvert. Ouais, c'est bon, Michel? Tout à fait, tout à fait. Donc, merci pour la question. Oui. Et j'ai reconnu chez vous ce qui vous caractérise chacun, c'est à la fois votre professionnalisme et votre esprit critique. Et le rôle de la FREF, c'est aussi d'avoir un esprit critique par rapport à ce qui a été mis en place. J'apprécie beaucoup là, ce qui a été dit sur la fin, et notamment par Hubert, de dire qu'on passait, et par Michel aussi, d'une logique de formation à une logique par la gestion, par les compétences. Et l'objectif de la FREF l'année prochaine, notamment dans le cadre de son université, c'est de dire, d'avoir en fait une journée de réflexion qui, dont le thème serait de la formation à la gestion par les compétences. Parce qu'il est évident que la dernière loi du 5 septembre 2018 n'est pas la énième loi sur la formation, mais c'est bien la première loi sur la sur la gestion par les compétences. Et étant la première loi sur la gestion par les compétences, on peut aussi s'interroger en fait sur ce que ça veut dire aujourd'hui formation. Pendant longtemps, j'ai accepté le fait que la formation soit un marché, et c'est un marché, mais tout ce qui est en train d'être mis en place montre bien que la formation devient un produit. Et que du coup, en fait, on peut s'interroger sur la notion, est-ce que la formation devient un produit comme un autre? Et tout ce que vous venez d'énoncer sur la notion de qualité, et notamment sur tous les contrôles qui sont faits, on n'est pas très loin des règles de consommation. Et quand on voit l'évolution notamment de l'application CPF et des conditions de mise en œuvre, de rétractation, etc., il est devient un bien de consommation comme un autre. Et là, pour ceux qui, comme vous et comme nous, au niveau de la FREF, partageons un certain nombre de valeurs, notamment humanistes, on peut quand même s'interroger sur la place de la formation et de sa capacité à être autre chose qu'uniquement une réponse à des besoins de l'économie, et de continuer à s'interroger sur comment la formation va continuer aussi à s'intéresser aux citoyens. Et je pense que dans le cadre qui est le nôtre actuellement, et l'actualité le prouve tous les jours, que la notion de citoyenneté ne doit pas être abandonnée. Alors Michel, je ne sais pas si tu peux projeter le programme que je t'ai envoyé tout à l'heure pour le premier semestre 2021 de la FREF. Je me rends compte que les années en fait avancent à une vitesse grand V. Je ne sais pas si c'est très très visible, en tout cas à l'écran. Peut-être. On a en fait voulu avoir un programme qui soit à la fois proche de l'actualité, toujours en lien avec notre problématique, c'est de dire que l'individu est au centre dans sa double clé d'entrée, à la fois de salariés, de collaborateurs, mais aussi dans sa clé d'entrée de citoyen. Avec un objectif au mois de janvier, c'est finalement de se dire comment les entreprises se sont saisies de la dernière loi pour mettre en place leur politique RH et leur stratégie. Et que dans ce cadre-là, on fera sans doute un focal sur la crise sanitaire et la période de Covid et post-Covid, de voir finalement l'impact sur la politique RH, l'impact sur l'utilisation de la loi de 2018 avec ses objectifs premiers qui étaient quand même compétitivité des entreprises, sécurisation des parcours et insertion des personnes les plus éloignées dans l'emploi, de voir comment l'entreprise se saisit de tout ça et si finalement la loi de 2018, comme l'était la loi de 1971, ne sera pas dévoyée par l'actualité. De 1971, c'était le choc pétrolier. Est-ce que là, la crise du Covid va faire de la loi de 2018 l'amener dans un autre univers? En février, on sera sur quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Observatoire de branche, mais au-delà des observatoires de branche, c'est la relation entre les différents acteurs pour déterminer des priorités. Et l'objectif de cette matinée-là sera de travailler d'abord avec des branches professionnelles et de voir dans quelle logique ils utilisent des observatoires, à l'aune des missions que la loi de 2018 a confiées aux branches, et notamment la construction des certifications, mais c'est de voir aussi comment les observatoires ne sont pas uniquement des observatoires de branche, mais aussi territoriaux, et de faire le lien avec le travail qui est fait par les OREF, les organismes dans les territoires, et de voir comment observatoires de branche et OREF peuvent déterminer ensemble ou contribuer à déterminer ensemble les priorités territoriales et de faire le lien emploi-formation qui est cher à le 18.
Au mois de mars, alors comme j'ai du mal en mois de mars, là c'est vraiment un sujet qui me tient moi particulièrement à cœur. Sophie Margollet a repris l'expression tout à l'heure en disant que la loi de 2018 s'était donné les moyens à un individu d'être acteur de son parcours professionnel. Et vous savez que pour moi, la définition du mot acteur, c'est quelqu'un à qui on écrit un rôle et à qui on demande de jouer ce rôle dans un cadre déterminé. Et l'objectif du mois de mars, c'est vraiment de voir là, comment un individu peut se servir des moyens qui sont à disposition et comment ces moyens mis à disposition en fait, font de lui un auteur de son parcours et non pas un acteur de son parcours. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental. Et c'est vraiment un peu le poil à gratter qu'on voudrait mettre en place. Concernant la matinée du mois d'avril, on sera sur une matinée sur l'offre de service, notamment l'évolution de l'offre de formation. Et je pense que là, on a tout un sujet, on a trois choses à voir. C'est l'évolution des métiers de la formation. Et ce qui a été dit sur finalement Calliope montre bien qu'on doit vraiment s'interroger sur le rôle des sous-traitants. Et quand on parle de sous-traitants, souvent, c'est des formateurs individuels qui aujourd'hui, en fait, dans le métier, est complètement bouleversé, et notamment bouleversé aussi avec la digitalisation et la formation ouverte à distance, avec ces plateformes qui sont mises en place, avec des logiciels, enfin des ressources à disposition du formateur qui devient un rôle d'accompagnant et non plus un rôle de transmetteur de connaissances, même si ça n'a jamais été limité à ça. Et on voit aussi finalement l'impact des blocs de compétences sur l'offre de services et notamment sur l'offre des organismes de formation eux-mêmes. Est-ce qu'on passe en fait d'une logique d'horizontalité à une logique de verticalité, c'est-à-dire qu'un organisme de formation demain ne pourra se contenter qu'à faire que certains blocs, de préférence ceux qui sont rentables, et d'autres seraient laissés à l'abandon parce qu'en n'étant pas utiles et utilisables immédiatement pour une réponse aux besoins de l'économie. Ça, c'est pour le mois d'avril. Au mois de mai, ce sera un peu la continuité de la matinée qu'on a mis en place au mois de septembre, qui était sur entreprise inclusive. Et là, c'est de voir en fait les dispositifs apprenants et notamment de voir comment, en dehors d'un cadre traditionnel, on est sur les territoires apprenants et on aura sans doute l'occasion à ce moment-là de faire un point avec l'association Territoire Zéro Chômeur, mais pas uniquement qu'avec elle, et de voir comment là aussi on est dans une logique où l'apprentissage ne se fait pas uniquement dans un cadre formalisé, mais que toute action quotidienne peut être apprenante et comment ça peut être structuré à un moment ou à un autre. L'université de la FREF se tiendra au mois de juin. C'est pour ça que vous avez un grand blanc, parce qu'en fait, autant la grande thématique sera de la formation à la gestion par les compétences, autant derrière, on va décliner en fonction aussi de tout ce qu'on a déjà mis en œuvre et toutes les réflexions qui vont avoir lieu jusqu'au mois de juin. Et au mois de septembre, et ça sera la dernière matinée là, que je vais vous présenter, c'est quelque chose à quoi je tiens énormément, c'est de sortir du cadre franco-français et de faire en fait, d'aller faire un tour sur ce qui se passe en Europe et notamment sur la logique et les logiques de certification qui sont en train d'être mises en place. On a déjà eu l'occasion, il y a 1 an et demi, d'avoir une matinée sur le sujet, et c'est Francis Pétel qui était venu nous parler d'ESCO, European Skills and Competencies, et ce système-là est encore en train d'évoluer. Et je pense que ESCO était les prémices des blocs de compétences, et ce qui est en train d'être mis en place au niveau européen, ce sera sans doute l'étape suivante de la mise en place d'une logique de certification en France, mais dans tous les pays européens, qui n'est pas forcément la logique qui était celle qui prévalait aujourd'hui dans notre tradition. J'ai failli dire et osé dire tradition républicaine. Donc voilà un peu un programme qui est important. Après, vous avez vu que à chaque fois, il y avait marqué matinée. Ça sera soit des matinées, soit des webinaires. Je remercie notamment Michel Beaujard là, pour avoir joué ce rôle d'administrateur de cette matinée. C'est quelque chose de nouveau pour la FREF, c'est la deuxième matinée, mais le travail qui est fait est un travail extrêmement intéressant. Maintenant, après, il faut qu'on ait nos marques, et notamment à ce qui nous est cher à la FREF, c'est-à-dire d'être pas uniquement dans du descendant, mais de permettre un débat aussi disruptif
Et vous savez qu'il y a une chose qu'on aime beaucoup à la FREF, qu'on a mis en place et que le Covid nous empêche de faire pour le moment, c'est ce qu'on appelle des disputes-actions. Des disputes-actions, c'est de se retrouver en règle générale dans un bistrot à une trentaine, une quarantaine de personnes, contradictoires sur des thèmes qui sont des thèmes d'actualité ou sur des dispositifs qui sont relatifs à la formation. Moi, je trouve que c'est extrêmement utile d'avoir ce type de débat parce qu'on a trop souvent tendance à être dans du descendant et oublier, comme disait Bernard de Chartres, qu'on est des nains juchés sur des épaules de géants. Et à partir du moment où on n'a pas ça en tête, si on oublie d'où on vient, on a quand même un peu de mal de savoir où on va. Voilà un peu la logique pour 2021. Eh bien, il me resterait à demander à Michel un dernier service et d'afficher. Eh bien, il me resterait à demander à Michel un dernier service et d'afficher la page où il y a les coordonnées de la FREF, parce que je n'arrive pas, moi, à le faire depuis mon ordinateur. Donc, la diapositive qui précédait juste le programme que vient de nous présenter. Voilà. Donc, vous avez, pardon. Voilà. Donc, ce qui s'affiche, c'est la possibilité d'avoir un retour sur non seulement le replay de cette séquence et de sa précédente, mais aussi sur l'ensemble des ressources que la FREF met à disposition. Et je ne saurais trop insister sur la nécessité, l'importance de nous rejoindre et de participer des nouvelles aventures. Merci. Donc, nous allons mettre fin à cette matinée. Merci, merci Jacques, René, Hubert, et puis merci Gilles, et puis les deux personnes de la DGESP qui ont essayé de se connecter tant bien que mal dans la première partie, ce qui montre l'importance de faire les tests techniques avant. Bon, mais c'est pas plus simple. Avec les occupations des uns et des autres, mais je pense que quand même la première partie était avec vraiment très intéressante. On a quand même entendu ce que nous disait Madame Margollet, même si Madame Glass n'a pas pu intervenir. Je vais couper, donc merci à tous, à toutes, Hubert peut-être. Et puis, bon appétit. À très vite.